Au moins 5 morts et plusieurs blessés à Madagascar dans les manifestations violemment réprimées par les autorités ce 25 septembre selon des sources hospitalières. La population dans la rue proteste contre les coupures d'eau et d'électricité. Les détails à retrouver dans un instant. Et puis nous irons aussi au Niger où 40 civils ont été tués dans un raid de l'armée ce 22 septembre dans la région de Tillabéri. L'attaque visait des terroristes. Nous y reviendrons également en détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. À Madagascar, les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité et pour la défense des libertés fondamentales ont fait au moins 5 morts jeudi 25 septembre à Antananarivo, selon une source hospitalière. La soirée a été marquée par les pillages de commerce, tandis que des barrages ont été érigés par les habitants dans presque tous les quartiers de la capitale. Le Premier ministre Christian Tsai a par ailleurs confirmé la mise en place d'un couvre-feu de 19 h à 5 h du matin. À Antananarivo, la capitale, la contestation contre les délestages et les coupures d'eau continue de prendre une tournure violente. La nuit dernière encore, des détonations ont retenti jusqu'à 2 h du matin près du centre-ville, plongeant les habitants dans la peur. Dans plusieurs quartiers, des barrages ont été érigés avec des pneus et des déchets incendiés. Une épaisse odeur de brûlé flottait dans l'air. Le centre commercial Tana Waterfront et la station de téléphérique d'Ankorondrano ont été saccagés par des manifestants. Face à la situation, le préfet d'Antananarivo a instauré un couvre-feu jusqu'à soir dès 19 h, et ce jusqu'à nouvel ordre. Pour ce vendredi, l'incertitude plane. Les appels à manifester circulent encore massivement sur les réseaux sociaux, en particulier chez les jeunes, mais nul ne sait quelle sera l'ampleur de la mobilisation. Autre inconnu, la réaction du président Andry Rajoelina, toujours absent du pays après son déplacement à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, il n'a pas encore pris la parole. Les autorités veulent éviter un embrasement général. Déjà, le Premier ministre Christian Tsai a annoncé la suspension des cours dans la capitale et ses districts voisins d'Atimondrano, d'Avarodrano et d'Amboridratrimo, mais aussi dans d'autres grandes villes comme Atirabé. Là encore, des affrontements ont éclaté entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. Cette crise marque une nouvelle étape dans la contestation malgache avec un mouvement qui, parti des réseaux sociaux, se transforme en soulèvement des rues aux conséquences potentiellement explosives. Au Niger, en début de semaine, ce lundi 22 septembre, une quarantaine de civils ont été tués par un raid aérien dans un village de la commune de Kourfey à Filingué dans la région de Tillabéri. Les premiers éléments laissent penser qu'il s'agit d'une bavure de l'armée nigérienne qui ciblait des terroristes dans le marché hebdomadaire du village. La junte n'a toujours pas réagi. À Tillabéri, dans l'ouest du Niger, la stupeur domine après un bombardement meurtrier de l'armée. Les faits remontent au lundi 22 septembre dans le village d'Injar, mais il a fallu 3 jours pour que les premiers témoignages émergent. Le jour du drame, le village accueillait sa foire hebdomadaire, très fréquentée par les habitants des environs. Selon des témoins, des militaires étaient arrivés le matin, même pour inspecter minutieusement le marché, notamment les espaces réservés aux mécaniciens et aux vendeurs de motos. En parallèle, un avion de l'armée survolait la zone. Les militaires ont quitté le village avant qu'une frappe aérienne ne survienne vers 13 h. La panique a immédiatement gagné la foule. Des vidéos filmées par des commerçants montrent des scènes de chaos, des dépouilles au sol, des stands et des véhicules calcinés. Les habitants affirment avoir compté une quarantaine de morts, tous civils. Un lourd bilan qui relance le débat sur les méthodes employées par l'armée nigérienne dans la lutte contre les groupes armés. Car ce n'est pas un cas isolé. D'après ONG Axlet, plus de 600 villageois ont péri entre juillet 2023 et novembre 2024 dans la région, victimes de frappes de drones visant marchés, sites d'orpillage ou transport en commun. Ce nouvel épisode met une fois de plus en lumière le prix payé par les civils dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu, où la frontière entre opérations militaires et population locale reste trop souvent floue. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Turk interpelle les autorités du Guinée. Dans un communiqué rendu public jeudi 25 septembre, il appelle à la libération de personnes détenues arbitrairement et à faire la lumière sur les cas de disparition forcée. Alors que les Guinéens seront appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives en décembre, après le référendum constitutionnel, le haut responsable onusien réclame également la levée des interdictions visant les partis et les médias dans le pays.
En Guinée, les critiques internationales se renforcent contre les autorités de transition. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, appelle les militaires au pouvoir à lever sans délai les restrictions imposées aux partis politiques et aux médias. Selon lui, ces mesures sont inacceptables et compromettent le retour à un ordre constitutionnel crédible. Dans son communiqué, il dénonce également une hausse inquiétante des arrestations arbitraires et des disparitions forcées. Au moins 10 personnes demeurent introuvables depuis leur interpellation. Parmi elles, l'écrivain activiste Oumar Silla, connu sous le nom de Fonike Mengue, et le journaliste Habib Marwan Kamara. L'ONU demande leur libération ainsi que celle de toutes les personnes détenues de manière arbitraire. Elle exige aussi des enquêtes indépendantes et impartiales sur les cas suspects. Autre point sensible, Volker Türk réclame l'annulation de la grâce présidentielle accordée à l'ancien chef de la junte Moussa Dadi Camara, condamné pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Selon le droit international, rappelle-t-il, une telle grâce est interdite pour des crimes aussi graves. Cet appel s'inscrit dans un contexte de crispation grandissante à l'approche du 28 septembre, date hautement symbolique en Guinée. En Géorgie, le gouvernement sous influence russe lance une fronde sans précédent contre les représentants européens. L'ambassadeur britannique Gareth Ward a été convoqué mardi 25 septembre au ministère des Affaires étrangères, alors que son homologue allemand Peter Fischer y était mardi. Tous deux sont accusés d'ingérence dans la vie politique nationale. Cela fait plusieurs semaines que les diplomates européens sont dans le viseur de l'exécutif à quelques jours d'élections municipales critiques. Un tournant exceptionnel dans la dérive autoritaire de Tbilissi. En Géorgie, les tensions diplomatiques s'intensifient. Le gouvernement accuse plusieurs chancelleries européennes d'ingérence et de propagande politique. 2 ambassadeurs sont directement visés, dont l'allemand Peter Fischer. Convoqué mardi soir, il a rejeté des accusations infondées et souligne que la dérive autoritaire du parti au pouvoir, le rêve géorgien, est la véritable cause des tensions. L'exécutif reproche aux diplomates d'avoir assisté à des procès d'opposants pour afficher leur soutien, parlant d'agents à l'agenda woke, cherchant à peser sur la justice. Ces attaques interviennent à l'approche des élections municipales du 4 octobre, déjà boycottées par une large partie de l'opposition dont plusieurs leaders sont en prison. 2 figures de l'opposition, Mamouka Kazaradze et Badri Japaridze, co-dirigeants du parti pro-européen, l'ELO, ont toutefois été graciés début septembre pour participer au scrutin. La semaine dernière, un autre dirigeant, Levan Kabeshvili, a été arrêté pour tentative présumée de corruption. Face à cette escalade, les ambassades européennes ont dénoncé une campagne de désinformation et appelé à la désescalade. Depuis les législatives contestées d'octobre 2024, la Géorgie reste secouée par des manifestations récurrentes, bien que moins massives que par le passé. C'est l'affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy risquait la plus lourde sanction. L'ex-président français a été condamné jeudi 25 septembre à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé pour association de malfaiteurs. Il a toutefois été relaxé des faits de corruption lors de son jugement jeudi 25 septembre. Un appel ne pourra pas suspendre son incarcération. Nicolas Sarkozy sera convoqué le 13 octobre par le parquet national financier pour connaître la date de son incarcération. À Paris, la justice a rendu un verdict historique. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du soupçon de financement libyen de sa campagne de 2007. Il est condamné à 5 ans de prison, dont une partie ferme, avec mandat de dépôt différé. C'est la première fois qu'un ancien président français est ainsi condamné à la prison ferme. L'annonce a provoqué un choc politique et judiciaire. Nicolas Sarkozy, qui clame son innocence, a immédiatement annoncé son intention de faire appel, dénonçant une décision d'une gravité extrême pour l'état de droit. Il assure qu'il répondra à la convocation du parquet national financier le 13 octobre pour connaître la date de son incarcération. Lors du prononcé de la peine, la présidente du tribunal a estimé que l'ancien chef de l'État avait permis à ses proches collaborateurs de solliciter des fonds libyens, un comportement d'une gravité exceptionnelle qui altère la confiance dans les institutions. Sarkozy a en revanche été relaxé des accusations de corruption, de financement illégal de campagne et de recel des détournements de fonds publics libyens. Mais ces ennuis judiciaires ne sont pas terminés. Il reste mis en examen dans un 3e dossier lié au même soupçon.
Ce jugement pourrait marquer un tournant dans l'histoire politique française, posant la question de la responsabilité pénale des anciens dirigeants. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Jade Info TV, votre chaîne d'information.